Eh ben, merci à tous pour nous avoir rejoints sur ce webinaire sur l'initiation au pilotage de peau vibrant. Donc, pendant ce webinaire, les micros seront éteints. N'hésitez surtout pas à poser l'ensemble de vos questions sur le chat. Généralement, je les reprends à la fin du webinaire ou après le webinaire, et puis je vous envoie un petit mail à tout le monde avec la réponse à toutes les questions. Voilà, puis de manière générale, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Alors, on va se mettre en plein écran, ce sera plus simple. Voilà, on est parti. Donc sur ce petit webinaire, enfin petit, je pense qu'on va en avoir pour une quarantaine de minutes. L'idée, c'est de remettre un petit peu sur le tapis les tenants et les aboutissants d'un essai sur Pau Vibrant. Alors ça va pouvoir servir à ceux qui connaissent peut-être pas grand-chose et à un moment où on a besoin d'en faire. Donc finalement, savoir un peu ce qui se passe. Puis pour ceux qui en ont déjà fait, ça peut être bien un petit peu de remettre les choses au goût du jour et de découvrir la proposition et les systèmes de chez Crystal Instruments qui sont vraiment efficaces et puis qui restent dans l'utilisation classique de Pau Vibrant. Voilà. Donc on est parti. Moi de mon côté, je fais partie de la société DBVIB Instrumentation, qui n'est pas uniquement revendeur de pots vibrants et ainsi de suite, mais qui va être revendeur d'un ensemble de solutions. Je ne vais pas passer longtemps. Dans le groupe, on a également des bureaux d'études et laboratoires d'essais et également des BVIB ingénierie. Voilà, donc on va pouvoir vous accompagner si vous avez besoin de faire des manips particulières ou alors de développer des chambres anéchoïques, du traitement d'air et ainsi de suite. Enfin, on va pouvoir trouver un certain nombre de choses sur les sujets qui vont être acoustiques, vibration, température électrique et également bien sûr formation. Voilà. J'ai pas passé trop longtemps là-dessus, c'est pas le but de ce webinaire, mais voilà, sachez qu'on est vraiment on est experts dans nos domaines acoustique, vibratoire, traitement d'air. Voilà, donc on va partir sur les pots vibrants très rapidement. Alors pour ceux qui en ont déjà fait, c'est des choses qui sont connues. Pour les autres, c'est toujours un peu intéressant quand même. Donc finalement, l'intérêt d'un pot vibrant, c'est simuler les sollicitations vibratoires des échantillons et de les replacer finalement dans leur environnement. C'est pour ça que c'est un essai environnemental, hein, l'essai sur peau vibrant. Alors vibratoire et climatique, puisqu'on va pouvoir mettre des chambres climatiques, bien sûr. Le but à la fin est de caractériser le comportement d'une pièce en vibration, et également, une fois de plus, en fonction peut-être de la température, et aussi de pouvoir valider pardon, la fiabilité de ces échantillons dans leur environnement. Le but ultime à la fin, c'est de valider ou non un design et de préparer un test normatif pour une validation sans surprise. Voilà. Donc, on a besoin aujourd'hui de faire ces essais. On peut soit les faire soi-même, soit les faire sous-traiter. Mais c'est quand même toujours très intéressant de savoir ce qui peut se passer sur ce type d'essai. Donc comment ça se présente? Finalement, c'est assez simple. C'est un système en boucle fermée. On reviendra là-dessus. L'essentiel du système, enfin l'essentiel non, mais enfin ouais, comment dire, on va avoir un contrôleur, si vous voulez, qui va être un peu l'équivalent du centre névralgique. Son contrôleur, il va envoyer un signal qui n'a aucune puissance, mais qui est un signal pour avoir la forme et l'amplitude vers un amplificateur. Lui, cet amplificateur, il va amener la puissance, hein, du courant des volts vers un pot vibrant pour faire vibrer notre pièce. Et puis notre pièce, pour recontrôler que tout vibre à la bonne vitesse et s'adapter éventuellement, on a un accéléromètre de référence, de pilotage qui ferme la boucle. Donc c'est là, typiquement, on a une boucle fermée. Bien sûr, en plus de tout ça, on est susceptible d'avoir des accéléromètres de ce qu'on va appeler de mesure, qui vont pas rentrer dans le pilotage, mais qui vont venir mesurer, et généralement ils sont sur la pièce justement, pour avoir des infos. Donc c'est dans ces cas-là qu'on va pouvoir faire éventuellement de la caractérisation. Ce contrôleur, lui, il est piloté par un ordinateur, mais finalement l'ordinateur, il est un peu en dehors de la boucle. L'ordinateur, il est là pour faire l'interface homme-machine avec le contrôleur. Voilà. Donc, quand on fait ce type d'essai, ce qui est important et la question qui reviennent souvent, c'est dire, OK, j'ai besoin d'un pot vibrant, c'est très bien, j'ai besoin d'accéléromètre, j'ai besoin d'un logiciel, il n'y a pas de souci, mais
mais je le fais vibrer. Comment, à quel niveau, quel profil, comment on va pouvoir travailler ce genre de choses? Eh bien, en fait, c'est un essai qui est extrêmement normatif. Donc très souvent, c'est une norme. Alors ça peut être également un cahier des charges client ou un cahier des charges interne. Et là, je suis tenté de vous dire, pour simplifier les choses, en tout cas dans un premier temps, que très souvent, ces cahiers des charges dépendent de la norme. Voilà. La norme va vous donner quoi? Bah, de quelle façon il faut que je fixe mon échantillon, quel niveau en fonction de la fréquence je vais donner, hein, on va le voir un peu plus tard, et éventuellement les durées de sollicitation, notamment pour tout ce qui va être bruit aléatoire, puisque là, on va envoyer toutes les fréquences d'un coup, donc on a des durées. Voilà. Ah, j'ai commencé à amener des mots un petit peu barbares qui sont sinus, aléatoire, choc. C'est les trois plus grandes et les trois principales, oui, les trois principaux moyens de faire fonctionner un pot vibrant. C'est le fameux signal dont je vous parle au départ, le signal qu'on va faire. Donc, soit on envoie finalement un balayage sinus, c'est-à-dire on envoie une fréquence à la fois, typiquement un sinus, très classique, euh, un sinus qui va être caractérisé par son amplitude et bien sûr sa fréquence. Euh, et puis ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner le profil qui est l'amplitude en fonction de la fréquence et le système va balayer. Et comme c'est comme ça qu'on peut faire des essais finalement simplement de caractérisation. L'aléatoire, ou autrement appelé random, on est dans du large bande, c'est-à-dire que là, on n'envoie pas fréquence par fréquence, on envoie toutes les fréquences d'un coup. On est plus là pour faire de la fatigue. Dans ces cas-là, généralement, c'est des systèmes qui sont utilisés pour la fatigue. Et puis après, on a ce qu'on va appeler le choc classique. Très souvent, c'est du demi-sinus, mais ça peut être un peu tout ce qu'on veut. Finalement, selon la norme, hein, donc là, c'est un demi-sinus qui est euh, caractérisé par sa largeur et son amplitude. Peu importe, hein, on ira plus en détail plus tard et dans les futurs webinaires. Là, on est principalement là pour faire de la fatigue, éventuellement un peu de caractérisation de réponse au choc pour, par exemple, caractériser un nid de poule ou une montée de trottoir, des choses comme ça. Voilà. Donc, tout pot vibrant, bien sûr, est capable de faire l'ensemble de ces de ces trois signaux. Et on en aura d'autres après, hein. Enfin, voilà, on a également des fois du sinus suralatoire. Enfin, je ne vais pas compliquer dès le départ, mais voilà, ces trois signaux, tous les pots vibrants vont être capables de les faire. Tous les systèmes de pilotage, si vous prenez l'option qu'il faut sur le système de pilotage, va être capable de le faire. Et vous allez souvent, finalement, osciller entre ces trois types d'essais, sachant qu'il peut y en avoir, il peut y en avoir d'autres. Maintenant, le pot vibrant, c'est quand même une partie qui est assez importante de tout ça, hein, ou qu'on va appeler vibrateur, shaker, bol vibrant, des fois. Voilà. On va appeler ça un pot vibrant. Donc en électrodynamique aujourd'hui, on est capable d'exciter des pièces de 3 Hz à 15 000 Hz avec des forces qui vont aller de 20 newtons, enfin de quelques newtons jusqu'à plusieurs centaines de kilonewtons. Euh, 600 kilonewtons, c'est un très 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 gros pot, hein. Il faut quand même se rendre compte. Moi, je vais vous faire une démonstration aujourd'hui avec un 20 newtons. C'est bon pour les cartes électroniques. Après, ça va pas tellement plus haut. On va être capable de mettre des charges utiles très élevées dessus, hein. On peut monter jusqu'à 4000. Des déplacements. Alors, 100 mm, c'est le plus gros du déplacement qu'on peut faire sur un pot vibrant. La plupart du temps, c'est 50. Le pot vibrant n'est pas fait pour faire du déplacement, on est d'accord. Il est là pour faire vibrer. Alors, effectivement, à basse fréquence, on a besoin d'un déplacement un peu plus élevé, puisqu'on sait quand on va descendre en fréquence, on va avoir des déplacements plus élevés. Mais globalement, si on veut déplacer une pièce, on utilise un vérin. On n'utilise pas un pot vibrant. On va avoir des vitesses jusqu'à 3,5 mètres par seconde et des accélérations à vide bon, jusqu'à 300 G en choc. On reviendra là-dessus. Quand on choisit un pot vibrant, c'est ultra simple en fait, hein. Faut pas aller chercher midi à 14 heures. C'est ce qu'on a appris au lycée. C'est la force en newton est égale à 9,81 fois en fait, égale la masse fois l'accélération. Si l'accélération, vous la prenez en mètres par seconde carré, vous attaquez direct. Si vous la prenez en G, il faut multiplier par 9,81. Voilà. Donc déjà, jamais se tromper entre les G et les mètres par seconde carré, parce que tout de suite, vous avez un facteur 10 entre les deux, donc vous pouvez faire une erreur assez phénoménale. Voilà. Donc c'est assez simple, c'est ce qu'on va vous demander, c'est finalement quelle masse je vais avoir à mettre sur le pot et quel niveau vibratoire je vais devoir. Et là, on peut faire le choix d'un pot vibrant. Une autre,
comme on l'a vu, hein, une autre grandeur qui peut être un peu compliquée des fois, c'est le déplacement qui dépend directement de l'accélération, puisque c'est une intégrale double. Désolé, mot un peu barbare, peu importe. Retenez juste que plus on descend en fréquence, effectivement, pour un même niveau, plus le déplacement est élevé. Et ayez en tête que si on veut exciter 1 G à 5 Hz, je vous passe les détails, on est à 20 millimètres. OK? 2G, ce sera 40, 3G, ce sera 60, et ainsi de suite. Donc, comme on voit qu'on a un déplacement max sur un pot vibrant qui ne pourra jamais, hein, les plus gros pots feront 4 pouces de déplacement, vous ne pourrez pas monter à plus de 5G à 5 Hz, en fait, puisque 5G à 5 Hz, ça correspondra à 100 millimètres. Voilà, je vous le passe. Voilà, une dernière petite chose entre accélération, déplacement, force et ainsi de suite. Il y a toujours un petit piège parce ce serait trop facile si c'était toujours très simple. Euh, L'accélération, l'amplitude est toujours donnée en ce qu'on appelle zéro pic, donc c'est cette valeur-là. La vitesse, pareil. Par contre, le déplacement, on le met en pic-pic, donc du min au max. Ça a une logique, je ne rentrerai pas dans ce détail-là, mais c'est pareil. Oubliez pas, il y a un petit piège là-dessus quand on parle des amplitudes. Accélération, vitesse, c'est du zéro pic, déplacement, c'est du pic-pic. C'est bête, mais vous vous ferez avoir une fois au moins dans votre vie sur ce sujet-là. Vous calculerez le déplacement, le calculer en zéro pic, au pic-pic, vous le calculerez en zéro pic. Et vous trouverez un facteur 2 entre les deux, ça va de soi. Voilà. Maintenant, on va parler de la masse. Je vous ai dit jusqu'à présent que ma force, c'était 9,80 fois la masse en kilogrammes fois l'accélération en G. OK, l'accélération en G, on a vu ce que c'était. La masse, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met dessus? Voilà. La masse, c'est l'ensemble de ce qui va être en mouvement. C'est-à-dire, c'est bien l'échantillon que vous voulez tester, éventuellement l'outillage d'adaptation, la tête d'expansion et la masse de la bobine du pot. À ne pas oublier. Heu, voilà, donc c'est important d'avoir en tête que c'est l'ensemble de ces pièces-là. Alors quand on va faire le calcul de quel pot il me faut, c'est toujours un peu compliqué d'appréhender au départ puisqu'on se dit: «Mais oui, mais comme je connais pas mon pot, j'ai pas la masse de la bobine». Oui, d'accord. Alors faisons moi la façon que je vous donne, on peut toujours chercher énormément de formules les plus compliquées les unes que les autres. Moi, la façon dont je fais, qui marche quasiment tout le temps, c'est de dire je fais déjà un calcul sans la masse de la bobine, puis ensuite je prends le pot du dessus. Voilà. Donc typiquement, là, je vous donne un petit calcul. Je veux exciter à 10 G, j'ai un échantillon qui fait 5 kg, j'ai un outillage qui fera à peu près 10 kg et j'ai une tête d'expansion qui fait 20 kg. Donc je fais un premier calcul en prenant une masse qui est que 35 kg. J'arrive à 3,5 kN. Le pot du dessus, ce sera un 6 kN. Donc la bobine fait 6 kg. Je refais rapidement mon calcul de vérif. C'est bon, j'ai besoin de 4 kN. Donc le 6 les fera très bien. Voilà. Si j'avais directement pris un 3 kN, ça ne serait pas passé, bien sûr. Voilà, bon. Juste pour vous expliquer un peu comment on peut travailler. Comme je vous l'ai dit, les essais sont en boucle fermée, donc c'est un système spécifique entre les entrées qui vont ensuite envoyer vers un processeur qui est dans le contrôleur, qui va donner un signal de drive au pot vibrant. Le pot vibrant va bouger et puis ainsi de suite et ainsi de suite. Quand tout fonctionne bien et quand on est en route, finalement, c'est un système de pilotage, donc ça prend les informations précédentes pour vous faire le calcul. Il y a toujours une notion à mettre en place au départ quand on fait ces essais. C'est que ma toute première itération, il faut bien que j'engage en fait le système. Et ben dans ces cas-là, on appelle ça l'initial drive, c'est-à-dire qu'on va au tout départ envoyer une petite tension pour que le système commence à bouger, mais pas beaucoup, pour qu'on commence à avoir un premier retour et qu'on puisse commencer vraiment à entrer dans cette boucle-là. Donc vous verrez, ce sera dans les systèmes, vous aurez toujours à un moment, qu'est-ce que j'envoie? Est-ce que j'envoie 5 millivolts, 20 ou ainsi de suite? Bon, voilà. C'est à bien comprendre qu'on a un système. Alors pourquoi on fait toutes ces choses-là, bien sûr? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est faire bouger l'échantillon, mais on a, nous, une action sur la bobine.
au niveau de la bobine et donc enfin du bobinage, c'est ici que ça va bouger, c'est ici que se trouve l'excitation. Et entre les deux, vous avez la tête d'expansion, l'adaptation. Vous avez un gros système mécanique qui fait l'ensemble de tout ça, qui peut avoir des fréquences de résonance ou pas. Et donc on a une sorte de filtre dynamique d'ailleurs, ce filtre. Et donc l'idée, c'est justement de toujours être sûr d'avoir le niveau demandé au niveau de l'échantillon, puisqu'on mettra notre accéléromètre de mesure juste en dessous de l'échantillon. Voilà. Et donc, si jamais il y a des choses particulières qui se passent ou des modifications de la structure pendant l'essai, le système va contrôler et mettre à jour. Voilà. Hein, c'est pas tellement plus compliqué que ça. Hein. Si je résume un petit peu, on va avant tout, je choisis mon pot en fonction de sa force. Hein. Un pot, c'est fait pour bouger une certaine masse à un certain niveau. Faites bien attention entre mètres par seconde carré et G. Si vous demandez aux gens qui font des essais de pots vibrants, ils se sont toujours fait avoir. Tout le monde s'est au moins fait avoir une fois. Et si vous n'êtes pas encore fait avoir, vous vous ferez avoir. C'est voilà, c'est assez assez sûr. On se fait voilà. Bien ne pas oublier des masses qui sont appliquées, la masse de la tête, la masse de la table quand on est en horizontal et ainsi de suite. Maintenant, on va passer sur un cas concret, un petit cas pratique. Justement, ça va me permettre de vous montrer également le logiciel pour voir comment il fonctionne. Donc j'ai un petit pot, hein, une petite solution, j'ai un faible échantillon, c'est une petite équerre à faire bouger qui fait 100 grammes. J'ai pas d'outillage puisque j'ai pu mettre directement sur ma tête d'expansion. J'ai une petite tête d'expansion puisqu'elle fait 250 grammes. Il faut savoir que sur les pots classiquement, ça fait plutôt 25 kilos. Et pour l'instant, bah, bien sûr, la masse de bobine, je la connais pas. Bon, je vous passe le calcul, mais l'idée à la toute fin, c'est de se dire qu'avec un 20 newtons, ça passera puisqu'on n'aura besoin que de 8 newtons. Voilà. Euh, bon, ça ressemble à ça, hein. Comme je vous ai dit, mon pot, c'est un petit pot. Ça ressemble à ça, c'est-à-dire que vous avez le système de pilotage ici, avec l'ordinateur dont je vous ai parlé. Le système de pilotage lui envoie un signal sans aucune puissance au pot vibrant. Le pot vibrant va bouger. On a un accéléromètre de référence ici qui va donner le retour. Et nous, donc c'est finalement notre mouchard, entre guillemets, va être ici. Et en plus, j'ai un accéléromètre. Alors, je vais passer sur l'image d'à côté. J'ai un accéléromètre de mesure qui vient me permettre de venir mesurer le comportement de mon échantillon qui est ici ma, mon équerre. Bon, voilà, c'est un montage cas d'école, hein, on est d'accord, mais le principe reste le même, c'est-à-dire que j'ai deux accéléromètres, hein, un qui va faire vraiment le pilotage et l'autre qui est là pour mesurer. Et donc, on va nous permettre de faire une fonction de transfert entre ces deux grandeurs, c'est pour avoir exactement le comportement de ma pièce. Voilà. Donc maintenant, on va passer directement au logiciel. Je sors de tout ça. J'ouvre le logiciel. On est bon. Alors, donc nous, ce qu'on propose, même si c'est bon, c'est pas vraiment l'objet ici, pour que vous ayez une idée, c'est du système de la marque Crystal Instruments, qui est vraiment efficace en termes d'utilisation. On va retrouver la façon dont on sont disposées les choses et les informations, un peu comme tout autre type de système, hein. C'est-à-dire que le plus important finalement, c'est ici où on a les graphes. Sur le côté, on va avoir les boutons et les infos par rapport à notre test. Je vous montrerai plus en détail pendant qu'on fera tourner le test. Et puis ici, j'ai tous les signaux disponibles. Voilà, soit des signaux enregistrés, soit des signaux en live. Et puis si je veux rajouter un signal, finalement, c'est assez facile. Je double-clique, je vois mon signal qui arrive, et puis ensuite je peux venir le positionner, par exemple, au-dessus, en dessous, et puis finalement l'enlever. Si je commence à avoir trop de signaux, je vais pouvoir avoir des onglets, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, on va commencer par du sinus. Donc, je vous rappelle comment ça fonctionne. Le sinus, c'est j'envoie une fréquence, puis je vais la faire bouger de bas en haut, de haut en bas. Je vais pouvoir faire des allers-retours. Donc, moi, je reprends également mon cahier des charges, hein. C'est une sorte de cahier des charges. Je vais essayer de faire une accélération à 2G. Si on reprend ce que j'avais dit un peu plus tôt également, je vous avais dit
à 5 Hz. Si vous avez 1 G, c'est 20 mm. Donc moi, si je voulais faire 2 G, ce serait 40 mm. Autant vous dire qu'avec la taille du pot que j'ai, 40 mm de déplacement, je les ai pas, puisque je crois que sur ce pot-là, j'ai que 5 mm. Donc on va voir comment également on appréhende cette problématique de limitation en déplacement à basse fréquence. Donc notre système et les autres sont pareils. En fait, j'ai un bouton de config et puis je fais tout ce que j'ai besoin ici. Donc première chose à faire, on va sélectionner notre pot vibrant avec toutes ses limites. C'est très important de sélectionner le bon pot vibrant. Tout simplement parce que c'est lui qui va vous dire attention, je peux faire l'essai ou pas, quoi. C'est lui qui va un peu vous cadrer ces limites-là. Donc il y a deux choses importantes pour que la boucle elle fonctionne bien, c'est que enfin trois, on va dire bien sûr, mais la première c'est que le pot vibrant soit le bon. La deuxième c'est que l'accéléromètre de pilotage ait les données comme il faut. Et la dernière effectivement c'est de faire son profil comme il faut. Donc là, on va faire un profil. Un profil, typiquement, hein, il vient de la norme. C'est un tableau, on pourrait très bien le mettre dans Excel, avec les fréquences à gauche, les amplitudes à droite. Alors, je vais repartir de zéro, juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Si je clear la table, hein, je repars de zéro. Donc, j'essaie de mettre 2G partout. Voilà. Si je mets 2G ici, sur l'ensemble de la fréquence de 5 Hz à 2000, bah vous voyez, on retrouve nos 40 mm de déplacement à 5 Hz. Et ça, moi, je peux pas, ça marchera pas. Si je regarde en fonction du pot, je suis à 800, quasiment 800% de ce que je peux faire. Donc, dans ces cas-là, on rajoute un point, ce qu'on va appeler un point de coupure, hein. Et puis, en basse fréquence, en fait, je vais essayer de dire, bah, je vais essayer de pas dépasser mes cinq millimètres de déplacement. Alors là, comme je suis sur la table et que j'ai déjà fait l'essai, je vais pas mettre 5 millimètres, sinon j'ai toute la table qui vibre et vous allez en prendre plein les oreilles. C'est pas le plus sympa. On va se limiter à 2 millimètres. Voilà, on va se limiter à 2 millimètres, et puis ensuite jusqu'à une certaine fréquence où je vais rencontrer mes 2G. Après, c'est toujours un peu compliqué de savoir à quelle fréquence 5 millimètres égale 2G et ainsi de suite. Alors, s'il y a un outil qui est sympa, c'est l'outil de fréquence de coupure où je vais pouvoir lui dire, donne-moi la fréquence à un moment où 2G valent 2 millimètres. Et là, je récupère tout ça. Assez pratique. Bon, 1,999, donc c'est jusqu'à 22 Hz. Donc voilà, donc là je suis sûr de ne pas dépasser mes niveaux. Et là je vois bien que je suis en dessous, même largement en dessous des 80% du niveau. Ensuite, ça c'est un profil. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire à quelle vitesse je vais le balayer? Est-ce que je vais commencer par le haut, commencer par le bas, commencer par le milieu, faire plusieurs balayages et ainsi de suite? C'est ce qu'on appelle le run schedule. Donc à ce niveau-là, je vais lui dire que ben, déjà, donc je peux mettre un facteur d'échelle. Je vais partir de 5 Hz et aller jusqu'à 2000 et je vais y aller à 3 octaves par minute. C'est assez classique. Euh, on ira un peu plus loin dans un prochain webinaire justement dédié au balayage sinus où on ira regarder un petit peu comment on fait en fonction des résonances possibles pour avoir plusieurs vitesses de balayage et justement réduire un petit peu la vitesse quand on arrive au niveau des résonances. C'est un peu comme quand vous êtes sur l'autoroute, la plupart du temps vous êtes à 130, mais le moment où il y a des travaux et puis le moment où vous arrivez au péage, bah, vous réduisez votre vitesse. Bah là, ça sera un peu pareil. Si vous la réduisez pas, vous partez dans le décor, et si vous faites tout le trajet à 20 km/h, ça va être long. Donc, on a des solutions pour travailler sur ce sujet-là. Je ne rentre pas trop dans le détail là-dessus. C'est vraiment pour vous montrer. Vous ayez une vue d'ensemble. On viendra un peu plus longuement dans le prochain webinaire sur les limites, le notching et ainsi de suite. Voilà, bon, c'est juste pour vous montrer le setup. Je passe un peu de temps sur le sinus, j'irai plus vite sur les autres. Voilà, on est prêt finalement. Dernière chose qu'il faut noter, bien sûr, c'est mes voies d'entrée. Moi, j'ai deux accéléromètres à 100 millivolts par G. Vous voyez, il y en a un qui est pour le contrôle, donc c'est de pilotage, et un qui est ce qu'on appelle moniteur, c'est un accéléromètre de mesure. Alors, moi, j'ai pris l'habitude par expérience de toujours donner des noms assez explicites à mes voix.
Après, on peut les appeler voie 1, voie 2. Tant que vous savez où vous en êtes, ça marche très bien. Je suis connecté à mon système. Maintenant, je vous dirais, j'ai plus qu'à faire run. Voilà. En espérant, tac, tout est bon. Bon, voilà. Donc là, le système est en train de monter. Vous voyez, il est monté doucement. C'est ce qu'on appelle, il est parti d'un drive initial pour commencer à prendre une information. Donc là, j'ai deux voies, hein. J'ai ma voie que je lui demande au niveau de l'accéléromètre de pilotage. Donc, il va faire, lui, le but du contrôleur, c'est d'en faire en sorte qu'elle suive cette ligne verte. Et puis, l'autre accéléromètre, c'est l'accéléromètre qui est en bout de ma petite éprouvette. Et on va voir que lui, bah, en fonction des fréquences, en fonction des résonances de mon éprouvette, il va pas du tout fonctionner de la même façon. Il va pas du tout répondre de la même façon. C'est un essai qui va durer à peu près 2 minutes. C'est pas des essais très longs, puisque le but c'est de caractériser, c'est pas de fatiguer, hein. Donc vous voyez, on a déjà des choses qui se font. Les voix que vous voyez sur le côté, c'est ce qu'on appelle la FRF, donc la fonction de réponse en fréquence de l'accéléromètre par rapport à ma voie de pilotage. Donc je vais pouvoir voir effectivement des résonances, des absences de résonance, et voir un peu comment fonctionne. Donc typiquement, un cahier des charges là-dessus, ce serait de dire voilà, on va exciter et on veut qu'à aucun moment on ne dépasse, par exemple, un facteur d'amplification de tant de dB. Bon bah typiquement, c'est via une FRF qu'on va pouvoir faire ce genre de choses et qu'on va pouvoir le faire sur un balayage sinus. Voilà. Après, une fois qu'on connaît tout ça, on peut aussi réduire l'espace si on sait qu'on doit absolument tester et être plus, comment dire, être plus focalisé autour de 100 Hz, autour de 50 Hz. On n'est pas obligé d'utiliser l'ensemble du profil. On peut rester sur quelque chose de plus simple. Voilà. Euh, Là-dessus, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Un essai de ce type-là, tant que ça tourne, bah, ça tourne, hein, on y va. Là, j'ai qu'une seule voie, on peut en avoir plusieurs, bien sûr, une seule voie en plus du pilotage. J'en profite qu'il est en train de finir sur des pots qui vont être assez grands, donc où on va avoir des têtes d'expansion qui vont être capables de faire 1 mètre, 1,20 m, 1,50 m de côté. Vous imaginez bien que c'est assez, même si on fait le maximum de choses en conception, c'est assez difficile d'avoir une tête d'expansion qui va réagir exactement de la même façon. Donc, quand vous avez un système qui est assez gros, vous avez généralement plusieurs accéléromètres de pilotage que vous mettez à l'endroit demandé. Ah, voilà, on est en train de monter en fréquence là. Voilà, sachez qu'après, on rentrera un peu plus en détail sur les prochains webinaires, mais soit on choisit un pilotage sur la valeur max ou une valeur moyenne et ainsi de suite. Moi, je conseille toujours au-dessus de 500 mm de côté d'une tête d'expansion de mettre deux accéléromètres de pilotage, un en plein milieu et un à 2 tiers de, 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 de la distance entre le centre et le côté. Le but de ce type d'essai, finalement, au bout du compte, c'est de sortir un rapport. Alors là, j'ai un rapport non spécialement mis en forme. Après, ça se customise hein, sur des modèles, mais on va retrouver toutes les infos qu'on a eues, c'est-à-dire bah, les graphes. On va retrouver les informations sur les voies, de minimum, maximum et ainsi de suite. On va retrouver le graphe de la FRF. On va retrouver également le drive si on l'avait voulu. Voilà, il y a plein de choses possibles et imaginables. Si on a des tables, si on a des trucs comme ça, on va pouvoir le retrouver. On va pouvoir retrouver le log, c'est-à-dire à quelle heure on a commencé, à quelle heure on a fini. Tout ce qui va concerner les voies d'entrée, et ainsi de suite. Bon, je viendrai plus en détail plus tard sur ce type d'essai. Donc là, on a fait un balayage sinus une fois de plus, hein, si je reprends. Je rouvre juste la config à ce niveau-là. On a fait notre profil, puis on a balayé de 5 à 2000. On aurait pu faire 5, 2000, revenir en arrière. Ça, j'irai un peu plus longuement sur un prochain webinaire. Voilà. Maintenant, on va passer sur l'autre essai, qui est l'essai d'aléatoire, random. On est plus sur de la fatigue dans ce cas-là. Donc, je fais toujours la même chose, hein. Vous voyez, le logiciel ressemble. Par contre, quand je vais faire ma config, alors déjà, première chose, qui est important sur des petits pots comme ceci. La valeur qu'on va retrouver enfin
La limite en sinus, c'est pas la même que la limite en RMS. Généralement, on est à 2 tiers. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais 20, ici maintenant j'ai 13 newtons, euh, puisque j'ai un essai qui va être un essai aléatoire. Bon, intéressant toujours à avoir ces bonnes valeurs. Le profil, bah, c'est exactement comme tout à l'heure, c'est toujours un tableau, sauf que sans rentrer dans le détail, mais en expliquant quand même un petit peu, on n'est pas sur des valeurs en G, on est sur des valeurs statistiques en G carré par Hertz. OK? Euh, C'est pas le plus simple à comprendre à quoi ça correspond. En fait, en gros, hein, si vous voulez, autant un sinus, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est facile, c'est l'amplitude, c'est déterministe. Vous demandez un sinus à un G, vous avez un sinus à un G, il n'y a pas de souci. Là, pour faire ce qu'on a peut appeler de l'aléatoire, donc un bruit large bande, bien sûr, c'est pas un ensemble de sinus, sinon on s'en sortirait pas. C'est un signal statistique, type bruit blanc, bruit rose et ainsi de suite. C'est de la statistique basée sur la fameuse gaussienne du monsieur du même nom. Voilà, c'est une densité de probabilité de trouver et ainsi de suite. Voilà, je vous passe les détails. Mais l'idée, c'est qu'on va exciter l'ensemble des fréquences sur cette gamme-là. Et généralement, on va faire des essais qui vont être assez longs. Le but étant de fatiguer la pièce et de voir comment elle correspond et finalement de voir la différence entre après et avant. Donc, c'est toujours un tableau qu'on va rentrer avec une fréquence et un niveau en face. Attention, on n'est plus en G, on est en G carré par Hertz. OK. Et puis ensuite, on va faire ce signal et puis on va l'envoyer sur le pot vibrant. L'accéléromètre va faire le retour comme tout à l'heure et le système va bouger ses filtres pour retrouver ce qu'il faut. Toujours bien vérifier qu'on est dans les limites du pot vibrant. Bah, à ce niveau-là, je suis tenté de vous dire, on se connecte et on y va. Ah oui. On restart. Attends pour moi. Ouais. Ok. Donc première chose, le système généralement fait un petit contrôle hein, toujours de la faisabilité euh, en envoyant, euh, en envoyant une petite info pour savoir s'il va être capable de faire le test et pendant combien de temps et est-ce que c'est les mêmes valeurs que précédemment. Bon. C'est assez rapide, on peut le désactiver si besoin. Je conseille toujours de le mettre, sachant qu'un essai aléatoire va durer longtemps. Perdre 30 secondes de pré-test, c'est pas le plus grave. Voilà. Donc maintenant, le système va partir. Comme tout à l'heure, il va commencer doucement, puis ensuite il va augmenter jusqu'à avoir un level de 100%. Alors, je ne sais pas si vous entendez, hein, ça correspond, c'est un bruit blanc, hein, c'est une espèce de soufflement, sifflement, de soufflement. Euh, c'est pas le plus agréable à écouter, je vais être très honnête. Euh, mais bon, alors pourquoi qu'un 2300? Ah oui, j'avais fait un autre. On va récupérer l'ensemble de nos datas. Enfin, j'en avais pas mis, autant pour moi. Et on va récupérer l'ensemble de ce qu'on peut faire. J'avais fait quelque chose d'un peu plus large la première fois. Voilà. Là, il n'y a pas plus de choses, hein. On envoie toutes les fréquences d'un coup pendant un certain temps. Et puis à la fin, on finit par avoir le résultat. Là, je n'ai pas fait quelque chose de très long, c'est pas le but, hein. On va pas durer un quart d'heure. Mais en fait, voilà. Et on va récupérer, comme tout à l'heure, un rapport. Je vais pas revenir dessus trop longuement, mais on va récupérer ce qui est récupéré ici. Ensuite, on a les petits chocs, donc enfin petits. Bon, voilà. Petit n'était surtout pas le mot à mettre autour, hein, les chocs. Généralement, c'est ce qui est le plus éprouvant pour votre peau, faut le savoir, hein, donc on fait toujours attention quand on fait ce genre de choc. Sachant que c'est des choses qui sont très courtes dans le temps, puisque là, vous voyez, je vais vous faire un choc qui fait 6 millisecondes et 5G d'amplitude. Faut savoir que pendant le choc, le système ne peut pas piloter. En fait, il va envoyer le choc, il va regarder ce qui s'est passé, il va analyser, et pour le prochain choc, il va éventuellement modifier un peu le signal qu'il envoie. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi.
je vous donne toujours un petit peu cet exemple que j'ai eu. Je ne citerai pas le client ni le fournisseur, c'est pas le but, mais quelque chose que j'ai vu de mes yeux lors d'un déménagement d'une entreprise dans un autre site. C'était un système qui était un peu vieux, effectivement, qui n'avait pas de filtre sur l'alimentation secteur. Et il n'y avait pas encore à l'époque dans les nouveaux bâtiments de secteurs comme il fallait pour ce laboratoire-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a eu un pic de tension qui est passé par l'alimentation électrique et qui a fait que le système a demandé quelque chose de délirant. Lui, le pot vibrant tout seul, il peut pas savoir ça a fini par cramer l'ampli, le système de pilotage, le pot vibrant et le proto qu'il y avait dessus. Voilà, donc faut faire attention effectivement à ce qu'on fait sur les chocs, ça peut être vraiment problématique. Ça pardonne pas quoi. Quand ça part n'importe où, ça pardonne pas. Donc la config d'un choc, c'est aussi simple que les autres. On choisit toujours notre pot vibrant. Vous voyez, là, on est sur 40, hein. J'ai fait l'essai avec le même pot vibrant. J'ai trois limites différentes. C'est comme ça que ça se fait. Je vous expliquerai un peu en détail pourquoi plus tard. Et là, tac, 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 le profil du test. Donc là, je prends un demi-sinus, mais j'ai plein d'autres formes possibles et imaginables. Un peu vers du triangle, du parallélépipède, du trapèze, pardon, un peu tout. La plupart du temps, c'est du sinus, demi-sinus. Le demi-sinus, comme je vous ai dit, il est défini par son amplitude ici. Donc là, on retrouve léger. Et une largeur qui est en millisecondes. Donc là, j'ai pris 6. Ça peut être plus, ça peut être moins. Sachez que plus l'air sous la courbe va être élevé, plus ça va demander de force au pot. Donc c'est pas que l'amplitude qui va jouer, c'est également la largeur de l'essai. On a des essais aujourd'hui qu'on peut faire monter jusqu'à 30 millisecondes. Il faut savoir qu'un essai à 30 millisecondes par rapport à 6 millisecondes, ça va être beaucoup plus énergivore. Et quand bien sûr on va après intégrer ces valeurs-là pour retrouver vitesse déplacement, on va trouver des valeurs qui sont très élevées. L'autre chose qu'on va faire, bien sûr, c'est run schedule, c'est combien je vais faire de chocs. Généralement, on n'en fait pas qu'un seul. Voilà, donc bah, c'est ici qu'on décide combien de chocs on fait à 50, à 75%, le temps que le système ait le temps d'apprendre finalement à faire le bon choc. Et puis après, on fait les vrais chocs, hein. Quand je dis vrai, c'est-à-dire à 100%. Par exemple, là, je vais en faire une vingtaine. Typiquement, ça va pas plus loin que ça. Puis à la fin, bah, on fait, voilà, je reconnecte mon système, tout simplement. Et puis, je l'envoie. Très bien. Alors là, ce qu'il fait également, pour savoir s'il va être capable de le faire, il fait un petit pré-test pour commencer à voir quelle forme du signal il va devoir envoyer sur une limite, vous voyez, qui est à 20%. Voilà. Là, on va attaquer, on va faire nos deux pulses à 50. Alors, vous l'entendez pas, hein, ça fait clac, clac. Mais voilà. Et puis après, on enquille les pulses. J'en avais mis un par seconde, je crois. Donc toutes les secondes, j'ai le droit à un pulse. Vous le voyez ici qu'il est en train il est en train de générer ces pulses pour que ça passe tout comme il faut. Voilà. Et puis à la fin va arriver le rapport. Comme on a pu voir, on va retrouver notre forme, on va retrouver tout ce qu'on a à trouver. Là-dessus, la seule chose que je vais vous montrer, c'est cette table-là, où je vais retrouver mes différents pulses qui vont être intéressants finalement. Et effectivement, euh, on va avoir un 5,063. Vous voyez, ça change un petit peu, mais savoir exactement où on en est et retrouver le fonctionnement du système. Voilà. Après, ça peut se combiner sans aucun problème. Oh là, je suis un peu en retard, excusez-moi. Voilà, ça va pouvoir se combiner. Voilà, vous avez pu voir une présentation. Alors souvent, ce qu'on va faire, hein, les gens, dans ce qu'on va vous demander, vous n'avez pas soit que de l'aléatoire ou que du sinus ou que du pulse. Vos cahiers des charges vont vous demander un petit peu de sinus pour caractériser, de l'aléatoire. Souvent, l'aléatoire, on l'encadre de deux sinus pour pouvoir faire avant-après. Je vous montrerai sur les webinaires futurs comment on peut enchaîner tout ça. Je vais revenir à la présentation. Voilà. Hop. Donc maintenant,
Bah, il y a toujours le nerf de la guerre, hein, surtout quand t'aimes pas. À combien ça? Qu'est-ce qu'il faut que je compte comme budget pour m'équiper? Je pense que c'est intéressant de le voir dans une initiation. Un système, par exemple, qui aurait 8 voies et qui permettrait de faire 40 kN. Bon, bah, c'est un système qui va être autour des 120 000 euros, sachant qu'un système pour le même, mais pour 20 newtons, donc par exemple ce que j'ai, si vous êtes fabricant de cartes électroniques, jamais vous prendrez un 40 kN. Un petit système va très bien. Et on est sur des systèmes qui sont quand même beaucoup plus abordables. Après, ça dépend complètement de ce que vous allez vouloir en termes de tête d'expansion, de force de pot vibrant, et ainsi de suite. Voilà. Sachez que dans un premier temps, si besoin, également, nous comme d'autres, hein, on est capable de faire de la prestation de service. Voilà. Pour l'instant, je vous ai montré que du vertical. Faut savoir que souvent, on va vous demander du X, du Y et du Z. Alors, il y a deux aspects quand on veut se mettre sur l'horizontale. Soit c'est le pot qui lui va rester vertical et finalement je bouge ma pièce. Euh, je la dévisse, puis je la bouge de 90 degrés, je fais mon essai en X, je la rebouge de 90 degrés, je fais mon essai en Y et j'ai mes trois essais. Ça, c'est une première chose. Ou alors, comme on voit sur la photo, le pot, lui, va venir passer en horizontal, hein. Vous voyez ici, il était avant vertical, il est passé en horizontal pour être connecté à une table vibrante. Et là, on va pouvoir travailler en X et en Y, même si pour passer de X à Y, il va quand même falloir déplacer la pièce. Alors, la table horizontale, elle est intéressante dans différents cas. Le premier cas, c'est si vous devez absolument garder l'axe Z vertical de votre échantillon. Donc respecter la gravité finalement. Ça, c'est souvent quand on veut faire des essais en fonctionnement. C'est-à-dire on fait fonctionner, en même temps qu'on fait vibrer, on fait fonctionner la pièce. Donc là, il faut garder ce Z horizontal si besoin. Une carte électronique, par exemple, c'est pas trop grave. Maintenant, si vous avez un filtre dans lequel il y a du liquide qui passe, vous devez garder le Z bien comme il faut. Autre chose, c'est que souvent faire un outillage qui permet de faire X, Y, Z et en restant vertical, c'est un outillage qui va commencer à être très très lourd. Parce qu'il faut gérer qu'il n'y ait pas de fréquence de résonance sur la bande passante et ainsi de suite. Euh, voilà, c'est souvent compliqué. Ça revient à avoir des outillages compliqués ou alors avoir trois outillages différents. Voilà. Donc très souvent, dès qu'on commence à vouloir attaquer des pièces qui sont un petit peu lourdes, on switch sur des tables vibrantes. Pas des tables vibrantes, des tables horizontales qui sont entraînées par le pot vibrant. Bon, après, si on veut vraiment faire des essais poussés, je vous avoue que c'est plutôt les militaires hein, qui font ce type d'essai, mais on peut en avoir de partout. Après, on a les pots multi-axes, c'est-à-dire que vous posez votre pièce et l'ensemble des axes sont excités en même temps. Aucune norme ne vous l'imposera. Enfin, moi, j'en connais pas aujourd'hui, euh, mais il y a de plus en plus d'essais qui peuvent être faits. Après, trouver un labo d'essai qui est équipé là-dessus, voilà, c'est pas encore la chose qu'on va faire tous les jours. Maintenant, c'est un gain de temps extraordinaire. Voilà. Nos solutions, une fois de plus, je suis pas là pour faire de la pub, je suis là pour vous dire qu'on peut vous proposer une solution complète. Donc, je vais pas rentrer dans le détail, mais quel que soit votre besoin, en contrôleur, on a ce qu'il faut de une voix, enfin de deux voix, hein, jusqu'à 512, voire même plus si besoin. On va être capable de faire tout ce qu'il faut au niveau du pilotage, hein. Là, je vous ai montré sinus aléatoire choc, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, mais on peut faire du sinus sur aléatoire, de l'aléatoire sur aléatoire, du sinus sur aléatoire sur aléatoire. Enfin, on peut faire du temporel, on peut faire énormément de choses différentes. Je vous les passe, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. On a également des chambres climatiques directement de chez nous, de chez la marque Sentec, qui permettent d'être pilotées directement par le système de pilotage et de pas avoir un système annexe. C'est quand même beaucoup plus simple en cyclage, typiquement. Voilà. Au niveau de l'accompagnement, on va chez les Bévib, comme je vous l'ai dit, on a un laboratoire. Si vous avez besoin de faire des essais, on a 6 vibrateurs de 7 kg à 65 kN avec table horizontale pour les 4 plus gros. On a 6 enceintes climatiques thermiques, donc des enceintes classiques et une enceinte de choc. Euh, Aujourd'hui, on est utilisateur avant d'être vendeur, hein. Vous voyez,
on a un labo d'essai typiquement pour nos clients. Un labo d'essai qui peut servir à des clients qui ne sont pas du tout équipés ou qui sont équipés. On est en train de construire un nouveau bâtiment. Je pense que c'est important d'en parler. Tout sera bon et fini d'ici la fin de l'année. On aura un 75 kN avec table horizontale et le labo d'essai sera certifié COFRAC. Donc voilà, sachez-le, ça peut être intéressant pour vos essais pour la suite. Pourquoi choisir des BVIB? Je vais pas rentrer dans le détail. C'est pas là. Maintenant, je regarderai juste une fois de plus. On utilise nous tous les jours toutes les choses qu'on va vous proposer. Donc, on est capable de vous former, de vous accompagner et on connaît parfaitement le matériel qu'on propose. Donc, on va être capable de l'installer, une fois de plus, de vous former, de le maintenir, de le réparer si besoin. On a un stock de pièces ici. On est en relation avec l'ensemble des différentes entités européennes et américaines pour pouvoir avoir des pièces rapidement s'il le faut. Voilà, ça c'est quelque chose qui va être intéressant. Donc les prochains webinaires, comme je vous l'ai dit, on est parti sur une série. Il y en aura d'autres, hein. Pour l'instant, j'ai planifié cela, mais il y en aura d'autres. Donc là, je viens de finir l'initiation des solutions au pilotage. Euh, voilà. On a ensuite le 2 avril, j'irai sur le mode avancé du balayage sinus. Donc on va voir un petit peu, on va partir un peu plus dans le détail. On va faire que du sinus. On partira plus dans le détail, on fera du notching, on fera de la limitation, on fera de l'arrêt d'urgence, on fera de différentes vitesses de balayage. Voilà, on regardera tout ce qu'il est possible de faire. On fera un peu la même chose finalement sur le mode aléatoire, en avancée, regarder comment on fait. Voilà, on ira un peu plus loin. Pareil sur les chocs, où on fera un petit peu de SRC. On verra ensuite les modes combinés. Les modes combinés, ça va être par exemple, vous prenez un moteur de voiture par exemple, on va vouloir tester les pièces qui sont autour en sinus sur aléatoire pour avoir à la fois la signature de vitesse de rotation et puis la signature plus large bande de vibration globale de la voiture. Et une autre chose, alors que je pourrais faire un peu plus tôt, si vous en avez besoin plus tôt, n'hésitez pas, je pourrais faire une session supplémentaire. On me le demande de plus en plus, c'est le suivi de résonance. Je vous disais que le sinus, c'était pas un outil de fatigue, sauf quand on commence à faire du suivi de résonance, on peut aller fatiguer à la résonance. C'est-à-dire que vous avez votre pièce, vous faites un premier sinus, un premier balayage, vous allez visualiser des résonances et ensuite vous allez aller fatiguer sur ces résonances. Comme on va fatiguer, la structure est susceptible de s'échauffer, de se fendre même. Donc la résonance, au fur et à mesure, va être susceptible de bouger en fréquence. C'est pour ça qu'on a du suivi de résonance. On n'envoie pas un sinus à fréquence fixe, on envoie un sinus et le sinus va un petit peu bouger autour de cette fréquence pour que si jamais la résonance bouge, on continue à la suivre. Un petit peu comme, je vais reprendre l'exemple de l'autoroute, un petit peu comme vous êtes sur l'autoroute, vous mettez la radio et finalement, de Marseille à Lille, vous avez fait aucun changement parce que c'est la radio elle-même qui a bougé les fréquences. Bon, moi, j'écoute plus la radio dans la voiture, donc je sais plus si c'est toujours comme ça. Mais l'idée, c'est qu'à l'époque, ça fonctionnait comme ça et c'est exactement le suivi de résonance. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Encore, excusez-moi un petit peu du départ qui a mis un peu de temps à partir. Je suis déjà un petit peu en retard, donc je vais faire la réponse à toutes les questions, vous en renvoyer un mail à tout le monde avec les réponses aux questions. Si vous en avez d'ici là, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous aider, pour vous accompagner. Si vous voulez bien voir nos installations et ainsi de suite, ou si vous avez besoin d'autre matériel que du pot vibrant, hein, puisqu'on va avoir tout ce dont on a besoin pour le diagnostic et la mesure. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas. Inscrivez-vous bien au prochain webinaire. Et puis, j'espère vous voir très très vite sur les prochains webinaires, sur des démonstrations chez vous ou sur les différents congrès auxquels on va pouvoir participer cette année. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très très bientôt.